va arriver et qui vous sera distribué dans 1 minute. Voilà. Donc vous savez, aujourd'hui, c'est le début des débats en séance de la loi Gremillet sur la question énergétique. Une question qui est revenue en force dans le débat politique français depuis 2022, depuis la crise liée à l'agression russe en Ukraine, qui a remis à jour les fragilités finalement du modèle français, puisque nous avions 2 problèmes combinés, à la fois la question de sortir des dépendances au gaz russe, et de l'autre, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une année très chaude, et c'est une année où nous avions quasiment la moitié des réacteurs français du nucléaire qui étaient en arrêt, et donc qui avaient créé effectivement une baisse de production énergétique. Donc face à ces 2 événements majeurs, l'un étant plus majeur que l'autre, je le reconnais, ça a remis la question du débat à la fois de notre modèle énergétique et de nos dépendances extérieures au niveau du débat public. Pour le groupe écologiste et social, cette question de l'énergie est au cœur de son projet depuis sa création. Et ce que nous disons, c'est qu'il nous faut aujourd'hui une énergie qui est maîtrisée. Maîtrisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire maîtriser déjà dans sa consommation. Il faut savoir prioriser les endroits de consommation prioritaires et arrêter les endroits où nous gaspillons aujourd'hui notre énergie. La deuxième chose, c'est maîtriser en termes de production. Nous devons pouvoir avoir une maîtrise totale de production, pour nous qui passe par des énergies renouvelables. Ça veut dire c'est un mix énergétique qui est inépuisable, sur lequel nous ne sommes pas dépendants, comme par exemple avec le gaz américain ou le gaz de schiste américain ou le gaz russe de puissance étrangère qui peuvent, comme c'est le cas des États-Unis, passer d'alliés à un gouvernement hostile. Donc, cette maîtrise de la production, nous sommes indispensables. La troisième chose, c'est la maîtrise en termes de coûts. La question de l'EPR de Flamanville l'a démontré. On doit être en capacité d'avoir une programmation énergétique qui repose sur un programme financier stable. Et enfin, c'est une maîtrise en termes de sûreté. Et donc, c'est vraiment pour nous le point clé de ce que doit être cette programmation pluriannuelle de l'énergie de la France, c'est la question de la maîtrise énergétique. Face à ça, nous avons 2 projets. Le premier, celui du gouvernement, qui, je pense, après nous avoir emmenés dans le mur de la dette, parce qu'il s'était auto-persuadé qu'on pouvait faire moins d'impôts et plus de recettes, aujourd'hui, il nous emmène dans le mur énergétique en fondant tout leur programme sur des solutions techniques dont aujourd'hui nous ne disposons pas. Et de l'autre côté, c'est le Rassemblement national. Alors là, c'est un projet de briques et de broc qui repose sur des prolongations aujourd'hui des centrales dont on ne sait pas si en termes de sûreté elles seront possibles, mais surtout qui repose sur un peu des centrales nucléaires en kit qu'on pourrait monter en quelques années. Donc voilà, ce sera un débat, je pense, qui amènera à se confronter différentes visions de notre avenir énergétique. Nous avons plusieurs propositions qui seront développées par notre chef de file sur le texte Gremillet, Julie Lernos, que vous avez déjà rencontré, je pense, pour de nombreux d'entre vous, sur le texte notamment sur le nucléaire il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans, le nouveau nucléaire, donc voilà, qui suit ce sujet-là avec constance au sein de notre groupe depuis début 2022. Donc un petit point sur le texte Gremillet en tant que tel, vous l'avez suivi comme nous, c'est-à-dire que la question du climat, de l'énergie ont complètement disparu depuis à peu près 2 ans de l'agenda politique, puisque on a eu les tergiversations sur est-ce qu'on passe une loi de programmation énergie-climat, finalement il n'en a rien été. À l'occasion d'un remaniement ministériel, quand Gabriel Attal a été nommé Premier ministre, l'énergie a totalement disparu des attributions ministérielles avant de se retrouver avec l'industrie. C'est le même schéma que nous avons retrouvé aujourd'hui avec M. Ferracci, dont nous n'avons pas entendu beaucoup parler d'énergie jusqu'à présent. Il a d'ailleurs été absent de tous les débats en commission. Et on a quand même la forte impression, et c'était ce qui est aussi ressorti de la Commission des affaires économiques il y a 2 semaines, que tout le monde, quelque part, s'en fiche un peu de ce qui est contenu dans ce texte. La seule raison de l'inscription de la proposition de loi Gremillet,
et simplement de racheter quelques mois ou quelques semaines de plus à M. Bayrou pour rester assis à son poste, puisque, vous l'avez sûrement en mémoire, le RN avait menacé de censurer le gouvernement Bayrou si la PPE, la très attendue PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, était adoptée sans débat à l'Assemblée. Alors M. Bayrou a d'abord tenté de faire un débat d'une après-midi où il nous a donné la définition en grec, l'étymologie du mot grec énergie. Voilà, c'est à peu près la seule vision que nous avons eue à ce moment-là du Premier ministre sur cette question qui est pourtant centrale. Visiblement, ça n'a pas suffi, puisque le RN a remis la menace sur la table, et donc on en est arrivé à inscrire cette proposition de loi Grémillet à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, dans un contexte législatif déjà très obstrué. Une proposition de loi donc issue de la droite sénatoriale qui était des mots mêmes du rapporteur de l'Assemblée, Antoine Armand, un fourre-tout pêle-mêle, en tout cas qui ne définissait absolument aucune stratégie énergétique et où on retrouvait pas d'objectif pour les énergies renouvelables et tous les délires, absolument tous, du nucléaire, y compris des articles qui pourtant avaient fait l'objet d'un examen dans la loi d'accélération du nucléaire et qui avait été censuré par le Conseil constitutionnel parce qu'il n'était pas conforme, notamment les amendements Greenpeace pour les infractions sur les centrales nucléaires. Donc réintroduire des choses dont on sait déjà qu'elles ne vont pas tenir, c'est toujours intéressant, mais on ne voit pas, à part faire de la politique politicienne, ça ne sert en tout cas pas à définir une stratégie énergétique digne de ce nom. Nous, en tant qu'écologistes, on est résilient, mais ça fait des années qu'on travaille sur la question énergétique parce qu'elle est, et Cyril Châtelain l'a rappelé, absolument centrale pour gagner la lutte contre le réchauffement climatique, ou en tout cas amoindrir son impact, mais elle est aussi centrale en termes de sécurité d'approvisionnement énergétique et électrique de notre pays. Elle est aussi centrale pour être moins dépendant des régimes peu recommandables dans un contexte de reprise de conflits géopolitiques majeurs. C'est aussi un gage, pour le coup, de moindre dépendance de ces régimes qui, pourvoyeurs d'énergie fossile, mais aussi dont notre industrie nucléaire est largement dépendante quand on parle notamment de la Russie concernant l'uranium. Nous avons donc continué, puisque le sujet est trop sérieux, même si cette proposition de loi ne peut en aucun cas constituer une réelle stratégie énergétique pour notre pays, travailler pour continuer on a aussi bien travaillé sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on fait partie également du groupe de travail transpartisan qui avait été invoqué par le Premier ministre, dans lequel il ne se passe rien du tout, c'est-à-dire il a consisté à nous réunir, à envoyer un questionnaire au gouvernement auquel il a gentiment répondu, et depuis c'est silence radio, donc on ne voit pas très bien comment là on va travailler sur les améliorations à faire sur le texte même de la PDE qui devrait être adopté à l'été. On comprend mal par ailleurs le fait que le Premier ministre réagisse aussi fermement à la menace URL parce qu'aucun autre groupe de l'Assemblée nationale n'aurait voté une censure proposée par le Rassemblement national, surtout pas sur un sujet sur lequel on est en désaccord majeur, c'est-à-dire qu'on n'a rien en commun avec le Rassemblement national puisqu'ils n'ont aucune vision énergétique. Et d'ailleurs, la question du climat ne revient chez eux que pour défendre une seule industrie, celle du nucléaire, dont on ne comprend plus bien si c'est une industrie française ou une industrie étrangère, tant ils semblent promouvoir aujourd'hui, de manière ouverte, des centrales plutôt asiatiques plutôt que celles qui sont françaises, un argument qu'ils ont pourtant utilisé largement pour attaquer les énergies renouvelables. Nous avons donc proposé tout au long des amendements et tout au long de ce texte, la vision des écologistes qui paraît absolument vitale. C'est vrai qu'il y a quoi être inquiet dans la période que nous vivons, puisque on a vécu, Cyril Châtelain l'a rappelé, l'année 2022 où on scrutait quand même avec attention les bulletins de RTE pour savoir si on n'allait pas avoir une rupture d'approvisionnement électrique, et on semble avoir oublié cette période-là, on semble être arrivé, puisque la décarbonation de nos usages, notamment dans les transports, se fait attendre.
on a une moindre hausse de la consommation électrique, et donc ça a été un appui pour avoir un discours digne des années 60 de consommer, consommer, consommer de l'électricité, ce qui en réalité est assez étrange dans la période de raréfaction des ressources dans laquelle nous entrons. Et ça a été aussi le moment où la filière du nucléaire a commencé à opérer des sourds, et on entend à tous les échelons de l'État de dire qu'on n'avait plus besoin de travailler sur la maîtrise de l'énergie, qu'on n'avait plus besoin de rénover nos logements, on n'a plus besoin de décarboner nos modes de transport, on ne va plus investir dans le rail, on ne va pas abonder à la hauteur suffisante le fonds chaleur pour développer les réseaux de chaleur, et on va arrêter les aides en cascade aux énergies renouvelables. On finit plus d'attendre les appels d'offres sur l'éolien offshore, l'éolien terrestre est quand même pas promu ni dans les discours ni dans les actes. Et donc on voit qu'il y a une véritable attaque systémique qui est faite sur la maîtrise de l'énergie, sur l'efficacité énergétique, sur la sobriété. Certains disent que ça ne sert d'ailleurs à rien. Et également sur les énergies renouvelables, pour laisser une voie royale à un nucléaire qui est quand même en très très mauvaise posture, c'est-à-dire que non seulement les déboires de la filière fait que cette filière est extrêmement peu fiable, c'est assez étonnant d'avoir eu toute une commission d'enquête sur la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique. On a auditionné vraiment tous les anciens et les responsables actuels de la filière du nucléaire qui nous ont quand même exposé avec beaucoup de clarté la manière dont ils s'étaient entretués et la manière dont ils s'étaient engagés dans des projets hasardeux à l'exportation pour lesquels les Français vont continuer à payer la facture, et que c'est aujourd'hui la seule solution sur laquelle l'État français souhaite mettre son énergie. C'est en réalité le nucléaire comme paravent de l'inaction totale sur tous les autres aspects de notre vie. Et une forte inquiétude parce que d'ici 2030-2035, non seulement nos centrales ne vont pas rajeunir, donc elles vont continuer à vieillir avec les aléas qu'on peut connaître. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise de corrosion sous contrainte ou une autre, puisque vous savez qu'ils ont été produits, les centrales ont été produites en série. On n'est pas à l'abri d'un aléa, y compris en termes d'accessibilité de la ressource en eau. On a notamment, quand c'est des centrales à la frontière avec la Belgique, des contrats là-dessus pour sécuriser l'approvisionnement prioritaire de l'eau pour l'eau potable et non pour le refroidissement des centrales. Et on a des coûts qui, en fait, personne ne sait combien ça coûte, le design n'est pas encore arrêté. Et donc, les coûts explosent. Quand on regarde de manière générale, la baisse des coûts de production des énergies renouvelables est constante depuis les 15 dernières années et arrive bien en dessous du prix du nouveau nucléaire qui est estimé par la Cour des comptes à 120 € du mégawattheure, bien supérieur donc à l'ensemble des énergies renouvelables, ainsi que à MaPrimeRénov', en tout cas aux actes d'isolation pour économiser un kilowattheure d'énergie. On est donc en 2030-2035, là où les centrales auront encore pris 10 ans, dans un sujet majeur de est-ce qu'on aura assez d'électricité en France pour les Françaises et les Français, pour le tissu industriel et pour nos entreprises. On est vraiment en droit de se poser la question, et avec l'affaiblissement des autorités de sûreté, on est aussi en droit de s'interroger sur le fait que ça sera bien la sûreté qui guidera la prolongation ou non des nouvelles centrales nucléaires, de l'ouverture ou la validation ou non des designs des EPR2, ou est-ce que c'est la rupture de stock totale d'électricité en France qui, là, pour le coup, fera totalement exploser les factures des Françaises et des Français. Voilà, en gros, l'état d'esprit du groupe écologiste et social qui, donc, s'opposera à la réintroduction de l'article 3 qu'on a fait, qu'on a supprimé du texte de loi en commission. Et puis, nous allons mettre des chiffres en face des énergies renouvelables, puisque le rapporteur ne peut pas nous dire qu'il y a des objectifs chiffrés que pour la filière du nucléaire et pas sur les énergies renouvelables, ça ne tient pas. Par ailleurs, nos filières des énergies renouvelables, pour ça, ça devrait être un atout d'avoir un ministre qui est en charge de l'énergie et de l'industrie. Pourtant, aujourd'hui, les filières des énergies renouvelables, notre ministre de l'Industrie et de l'Énergie, les laisse tranquillement couler, alors qu'on va avoir besoin de ces compétences et de cette production de manière accrue dans les années à venir. Pierre Bonneau, France Info, si je comprends bien, vous dénoncez un peu une alliance RN, bloc central, pour réintroduire davantage de nucléaire dans le texte, pour faire simple un peu.
Non, en fait, ce qui a démontré... en fait, on dénonce simplement que le Premier ministre se contrefiche de l'avenir énergétique de notre pays. C'est pas son sujet. Donc on dénonce le fait que c'est un peu une farce démocratique auquel on est confronté, c'est-à-dire c'est un partenaire du socle commun, les Républicains, dont il utilise une proposition de loi qui n'a ni queue ni tête, même le rapporteur de son propre camp, quelque part, l'admet, mais on essaye de faire passer ça pour faire passer la pilule et dire « oh, bah voilà, on s'est quand même doté d'une stratégie énergétique », même si le fond du texte, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, en fait, c'est plus cette farce démocratique auquel on assiste. Et c'est vrai que quand on voit un projet de loi de simplification où le groupe EPR annonce qu'il va voter contre, qu'il dépose des propres motions de rejet préalable sur du plomb, enfin, on voit bien que là, on est quand même arrivé au bout du bout du grand n'importe quoi et que les sujets de fond, en réalité, ne leur importent plus du tout. Ce qui est très inquiétant sur un sujet aussi structurant que la planification énergétique de notre pays. Anne Brachet pour AF Info. Vous avez déposé un amendement à l'article 3 sur le parc historique actuel pour maintenir le parc en l'état. Vous présentez sur un amendement de compromis d'ouverture. Vous nous expliquez votre position. Est-ce que ça veut dire qu'on ne ferme plus du tout de réacteur jusqu'en 2035, sauf une sûreté? En fait, les écologistes, je vous rassure, sont toujours pour la sortie progressive du nucléaire. On a toujours été pour la sortie progressive du nucléaire. Mais de fait, la France est le seul pays qui n'a pas atteint ses objectifs en matière d'énergie renouvelable. Et nous ne pouvons pas, dans l'immédiat, fermer de manière brutale l'ensemble des centrales nucléaires. Et donc, il y a une nécessité de pouvoir les prolonger afin de faire monter en puissance la filière des énergies renouvelables, toujours sous réserve de l'avis des autorités de sûreté dont j'ai dit mon inquiétude sur la robustesse et le fait qu'ils ne peuvent plus pour publier leur avis en amont. Mais de fait, on ne peut pas dire on ferme les centrales maintenant, ça n'est pas crédible d'un point de vue de système énergétique français au jour d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle on a déposé cet amendement. Mais en réalité, c'était le même geste que j'avais fait lors de l'examen de la proposition de loi que j'avais déposée l'année dernière en l'absence d'une loi de programmation énergie-climat. Voilà. Sur quel point, au contraire, il peut y avoir une recherche de compromis vis-à-vis de la PPE? Vis-à-vis de la PPE, en réalité, nous on a essayé notamment sur la question du taux, des pourcentages d'énergie renouvelable, des valeurs, en tout cas c'est là-dessus qu'on essaye d'influer un maximum et pour sortir des 58% d'énergie décarbonée. C'est ce qu'on a continué à porter. On a aussi pu réintroduire, grâce à un amendement que j'ai fait adopter en commission, les ambitions en matière de rénovation énergétique et thermique des logements, ce qui veut dire que demain, lors du rendez-vous avec la ministre Létard sur la suspension de la prime Rénov', il y a une inflexion aussi du gouvernement, parce que quand on supprime tous les fonds et toutes les aides aux politiques autres que le nucléaire, parce que le nucléaire, en fait, on n'a même pas la facture, c'est une opacité totale. Par contre, sur tous les autres aspects, on enlève et on détricote au fur et à mesure d'un point de vue législatif, mais aussi d'un point de vue factuel, et ça c'est dans les mains de l'exécutif, budgétaire. Marc Ferracci a confirmé ce week-end que le décret serait publié avant la fin de la navette. Est-ce que vous avez un commentaire? Non, c'est absolument logique. On ne comprend pas pourquoi on assiste à ce simulacre de débat au sein de l'Assemblée nationale. En réalité, le vrai sujet aujourd'hui, c'est pas la proposition de la Crémier, c'est la PPE qui doit sortir parce que en fait, on n'a pas du tout de trajectoire et de planification énergétique, ce qui met en grande difficulté tout un tas de filières. Donc vous appelez finalement à la publication rapide de... En fait, on est sur que des mauvaises solutions. C'est-à-dire qu'une PPE adoptée par décret, elle n'a pas la même robustesse qu'une loi de programmation. Mais en réalité, on aurait dû avoir un groupe de travail transpartisan tel que l'appelait de ses voeux M. Bayrou, pour lequel on s'est réunis. Et ensuite, sur la base d'échanges
entre personnes qui comprennent ce qu'est l'énergie, on pouvait travailler à améliorer la PPE et c'était charge au gouvernement de déposer un projet de loi à la rentrée qui validait ce qui était intégré dans la PPE et qui puisse éventuellement amender à la marge la PPE. Mais on ne peut pas travailler sur une programmation énergétique avec la PPL Gremillet comme base de travail. Enfin, il y a un moment donné, c'est pas ça qui va sécuriser quoi que ce soit d'un point de vue légistique en matière de stratégie énergétique. Donc oui, il y a une urgence puisqu'on a tellement tardé à avoir une publication de la PPE, mais oui, il y a aussi une urgence de sécuriser cette PPE par un projet de loi avec une étude d'impact, parce que la particularité, c'est quand même que sur cette proposition de loi, on a fait 2 auditions. C'est pas sérieux. On n'a aucune étude d'impact, ni du coût de ce que les mesures comprennent pour le pays. Il n'y a pas de mesures adossées du gouvernement. Enfin, c'est pas sérieux. Je voudrais compléter sur deux mots. On en vient quand même globalement à la gestion de l'agenda parlementaire du gouvernement. Enfin, quand même pour dire, depuis qu'on a le gouvernement Bayrou, vous ne m'entendez pas, pardon. Je veux dire, en gros, il y a un vrai sujet de l'agenda parlementaire, de la gestion de l'agenda parlementaire du gouvernement, et même de la question des priorités politiques du bloc gouvernemental. C'est-à-dire que depuis que François Bayrou est là, on a... alors oui, on va être plus dur avec les mineurs, on pose la question du voile, on a eu je ne sais pas combien de textes qui visent le droit du sol à Mayotte, on a la PPL du plomb pour réintroduire un produit dangereux pour la santé, donc on a des micro-sujets, pour un certain nombre d'entre eux dangereux, mais des sujets structurants, programmation pluriannuelle de l'énergie, la question de la cybersécurité, notamment de la cybersécurité des collectivités. Ben, tout ça, c'est des textes qui sont dans les cartons, sur lesquels il y a eu du travail, et où on attend désespérément d'avoir des temps de débat de qualité à l'ordre du jour. Et donc on a vraiment l'impression d'avoir un gouvernement qui fait de ce qui est peu important des priorités et qui délaisse complètement des projets structurants en termes énergétiques, industriels, économiques et de sécurité. D'autres questions? Bon. Eh bien, merci beaucoup.